Salut tout le monde. Salut Catherine. Salut Pablo et salut à toutes et à tous. Petit débrief politique hebdomadaire. On va aborder différents sujets. On va parler de Jean-Luc Mélenchon et de 2027. On va parler de Fabien Roussel et de sa fédération des chasseurs communistes. Mais on voulait commencer avec le Rassemblement national. On enregistre ce débrief jeudi 31 octobre à 15h et on est en pleine discussion de la niche parlementaire du Rassemblement national, une niche qui a fait couler pas mal d'encre et fait pas mal cogiter beaucoup de monde, dans la mesure où ce matin, ça c'est quand même l'information la plus importante, ils ont voulu présenter un texte d'abrogation de la réforme des retraites qui a dû passer par les fourches codines de la commission des affaires sociales, qu'on a complètement enlevé sa substance par le biais de différents amendements qui portaient notamment sur la question des recettes, de l'équilibre en fait de la proposition de loi du Rassemblement national. Au sortir de ça, donc ça passe par la commission des affaires sociales, ensuite il y aura un examen dans l'hémicycle ensuite, qui devait avoir lieu ce matin. Le seul problème, c'est que le Rassemblement national a dit non, mais nous on n'est pas d'accord avec le texte qui sort de la commission des affaires sociales, donc on va remettre la première version qu'on avait proposée. Le seul problème, c'est que Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, a dit non, article 40, il n'y a pas d'équilibre des recettes et des dépenses proposées, et donc elle a refusé. C'est donc le texte qui est sorti de la commission des affaires sociales qui a été étudié ce matin, donc un texte qui était vraiment très très édulcoré et qui avait vraiment plus trop de sens. Moi, la première, après je te donne la parole, mais la première conclusion qu'on peut en tirer, c'est ça sauve, entre guillemets, l'unité de la gauche sur ce vote, parce qu'on sait que ça a beaucoup tiraillé les différents députés du Nouveau Front Populaire qui savaient. Certains disaient qu'il fallait le voter, ce texte, même si c'était un texte du Rassemblement national. D'autres disaient, bah non, il ne faut pas le voter parce que c'est une infamie que de voter. Et c'était dur, hein, parfois, les arguments qui étaient avancés par les uns et les autres, y compris à regard. Il y avait différentes positions qui se sont exprimées. Et parfois, voilà, les mots étaient très durs. Voilà. Donc ça, c'est la première conclusion qu'on peut tirer, à mon avis, du fait que voilà, il n'y ait pas réellement eu de vote sur l'abrogation des retraites portée par le Rassemblement national. Bon, ça, on en avait déjà un peu parlé la semaine dernière, donc Là, voilà. C'est la conclusion de l'histoire. Oui, voilà. Ouf, sauvé par le gong, on va dire. La gauche. Et par Yaël Braun-Pivet. Ouais, alors bon, moi, c'est Mélenchon qui a fait cette remarque et je la partage totalement. Je trouve ça pas du tout normal que Yaël Braun-Pivet puisse avoir ce pouvoir-là. Elle l'a pas usurpé, ça lui est donné par la Constitution, je sais pas quoi. Mais en tout cas, c'est bien elle qui décide et qui décide. Le règlement de l'Assemblée nationale. Voilà, qui en décide et qui décide de deux choses. C'est ce dont on peut discuter et deuxièmement, c'est elle qui apprécie quand c'est équilibré, pas équilibré. C'est-à-dire que ce genre d'appréciation, on sait bien que c'est sujet à caution, et ce qui fait que d'ailleurs, en général, cet article-là n'est pas sollicité pour bloquer les débats. C'est-à-dire que c'était déjà arrivé l'année dernière une fois avec une proposition de loi Lyotte, et là c'est de nouveau mobilisé pour empêcher une discussion d'un texte de loi proposé par le Rassemblement national, mais alors que l'usage n'est pas de faire justement usage de cet article 40. Moi il se trouve que ça nous arrange bien d'une certaine manière, mais moi je ne suis pas d'accord avec cette manière de fonctionner. Et l'autre chose que j'ai retenue moi des quelques jours de discussion de la discussion sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, c'est le fait que François Hollande a été obligé de répondre aux accusations concernant la loi Hollande-Touraine, qui, on le sait, porte à 43 années de cotisation pour pouvoir avoir une retraite à taux plein. Moi j'en suis fort aise que ce truc-là, bon évidemment lui il l'a justifié en disant qu'il y avait des critères de pénibilité et de carrière longue qui étaient introduits, il n'a pas tort. C'est vrai que tous les 12 ou 9 ou 12 critères, je me souviens plus exactement, mais peut-être je crois que 12, sur les 12 il y en a 9 qui ont été supprimés par le camarade Macron à son arrivée au pouvoir. Donc tous les critères de pénibilité n'existent plus désormais, mais
Mais le problème, c'est qu'il ne fallait pas faire comme ça, quoi. Il ne faut pas faire des critères de pénibilité et il faut donner aux gens prolonger à 43 années n'a pas de sens. Parce que c'est trop long pour tout le monde, et c'est trop long pour les gens qui commencent tôt, et c'est trop long pour les gens qui commencent tard. On va parler après de Mélenchon, mais il a fait une remarque que je trouvais assez rigolote, mais il a dit s'il faut que les gens ils aient fait 43 années pour quand tu montes dans un avion, il faut que tu demandes l'âge du pilote, quoi, pour savoir si tu montes dans l'avion. Parce que le mec, s'il a commencé à 24, tu vois, il a 67 ans, est-ce que tu es sûr de vouloir monter avec lui? C'est pas certain. Bon, t'as pas envie non plus que les gens qui s'occupent de tes parents, qui s'occupent de tes enfants, enfin, bref. Moi, je suis totalement opposée à la loi Touraine, que je trouve absolument scandaleuse. Elle n'a pas, à l'époque, réussi à mobiliser contre elle. Mais moi, je suis bien contente que ça revienne sur le tapis et que Hollande soit obligé de la justifier. Ce que j'ai surtout retenu, moi, de cette séquence Rassemblement National, c'est la semaine passée et cette semaine, ce qui tient debout dans le Rassemblement National, c'est leurs propositions racistes, autoritaires, pour mettre tout le monde en prison, etc., etc. Ça, ils sont solides sur leur socle. Pour le reste, exactement comme lors des législatives, on a vu que leurs positions sont extrêmement variables sur la question des impôts des plus riches, sur la question de l'âge de départ à la retraite, où ils ont voté un truc dans une commission et puis dans une autre ils ont voté autre chose, et pour finalement voter... Enfin, je veux dire, tout ça est extrêmement sinueux. À mon avis, c'est pas simplement qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, c'est que bon, il y a le socle idéologique qui les réunit tous, c'est une vision autoritaire et raciste et machiste. Ça, je pense que c'est vraiment le socle du Rassemblement National. Mais en revanche, ce qu'ils pensent avoir dans leur escarcelle, c'est le vote populaire, et qu'ils se préoccupent de récupérer le vote des élites. Et que donc ils veulent toujours apparaître comme des gens sérieux, raisonnables, qui ne vont pas charger la mule ni faire la foire à la saucisse des recettes fiscales. Et donc je trouve que là, on voit bien leur hésitation stratégique sur finalement comment ils se positionnent vis-à-vis de la France, en fait. Donc, ils confortent leur axe stratégique sur lequel ils pensent que c'est le ciment de leur électorat, et ils cherchent à élargir, notamment vis-à-vis des classes plus bourgeoises ou des retraités. Le seul problème, c'est que je suis complètement d'accord avec ça. Le seul problème, c'est que ça les met face parfois à des paradoxes, notamment par exemple leur vote sur le fameux amendement Zuckman, qui était oui, mais évidemment, ça les met, ils sont en tension. Ils sont en tension, c'est-à-dire que cet amendement, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est une taxation à 2% pour les gens qui ont plus de 1 milliard, vous entendez bien, 1 milliard de patrimoine, c'est-à-dire en gros 150 personnes en France, et ça rapporterait plusieurs milliards dans les caisses. Non, pas milliards. Si. Non, mais non, si tu as 2% pour des gens qui ont... Plus d'1 milliard, il y en a 150. Si. Ça fait genre 3 milliards ou 3 milliards 5. Ah oui, t'as pas tort. Si, c'est ça. D'accord, ok, d'accord. Donc, bah oui, parce que c'est des gens qui ont beaucoup d'argent. C'est délirant, ouais, c'est vrai, t'as du mal à... T'as 150 personnes qui ont plus d'1 milliard de patrimoine qui seraient taxées à 2% sur cette portion au-delà du milliard. Sachant qu'il y en a qui en ont plusieurs dizaines, voire centaines de milliards, hein, notamment Bernard Arnault et compagnie. Et donc, là, le Rassemblement National a voté contre. Et alors là, ils sont bien embêtés pour expliquer pourquoi ils ont voté contre, parce qu'on voit pas trop en quoi, enfin tu vois, c'est pas du matraquage fiscal des classes populaires, enfin je veux dire, on est à l'inverse de ça. Mais comme tu l'as très bien dit, ils essayent d'aller chercher, genre de montrer patte blanche en fait aux élites économiques et aux marchés financiers, etc. Pour dire, regardez, nous on est sérieux. Le seul problème, c'est que là, ça a été très mis en scène par les médias qui ont fait leur taf et par l'opposition, notamment la gauche, pour dire, regardez, on leur a mis le nez dans le caca et on leur a dit, regardez ce que fait le Rassemblement National. En fait, ils défendent pas les classes populaires, ils se vendent aux grandes fortunes. Donc voilà, c'est assez intéressant quand même ce qui s'est passé. On va voir comment ils vont réussir à retomber sur leurs pattes, à essayer de parler d'autres choses, parce que beaucoup disent aussi qu'ils font ces offensives sur différents sujets pour faire oublier qu'en ce moment, ils sont quand même en plein procès sur les assistants parlementaires
parlementaires au Parlement européen, que ça les fait bien suer, et donc du coup qu'ils lancent plein d'idées comme ça pour essayer qu'on parle d'autre chose, si ce n'est de leur procès. Après, juste une dernière chose, et on termine sur cette parenthèse, mais il y a eu d'autres votes dans la niche parlementaire, c'est d'ailleurs, les débats sont en cours, sur des propositions de loi, ça revient d'ailleurs à ce que tu dis, où là ils sont très clairs sur le sujet, c'est l'ordre, les sujets régaliens classiques sur lesquels ils adorent faire des propositions de loi, c'est notamment le rétablissement des peines planchées, qu'avait pensé Nicolas Sarkozy, enfin qu'avait mis en place Nicolas Sarkozy pendant son quinquennat, et le renforcement des expulsions des étrangers délinquants. Les peines planchées, ça a été totalement inutile, plein d'expertises en ont fait la démonstration. Et quand on les a supprimés, ça n'a pas augmenté la criminalité. Exactement, et quand on les a posés, ça ne l'a pas fait diminuer non plus. Oui. Donc, bon, l'un dans l'autre, on se demande à quoi ça sert. Les expulsions, bon, c'est bien gentil, hein, le texte, c'est Maud Bréjon qui le disait ce matin sur Public Sénat, la porte-parole du gouvernement, qui disait, bah en fait, bon, il est gentil le texte, pourquoi pas, mais enfin, le problème, ce sont les laissez-passer consulaires, hein, c'est-à-dire que les pays tiers ne veulent pas récupérer les gens qu'on veut expulser, donc une loi française ne résoudra absolument pas le bazar. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça divise la droite. C'est-à-dire qu'il y a quand même une partie de la droite, notamment des LR, qui sont tentés de voter ces propositions de loi du Rassemblement national. À mon avis, ils les voteront. Exactement, et qui vont les voter aujourd'hui en fin de journée. Donc, la gauche est unie, la droite, le socle commun, comme dirait Michel Barnier, un peu moins vis-à-vis de ce qu'il faut faire face au Rassemblement national. Si j'ai bien suivi, Maud Bréjon a dit que le gouvernement ne souhaitait pas que ce soit voté. C'est-à-dire que le gouvernement demande que ces amendements ne soient pas ratifiés et une partie du socle, je ne sais pas quoi, commun, là, va le voter. Donc, D'ailleurs, elle a été très drôle ce matin, Maud Bréjon, parce qu'elle était là, on lui dit voilà, Retailleau, il a encore parlé de l'AME en disant que c'était open bar. Donc il cite Bruno Retailleau qui dit c'est open bar, l'AME pour les migrants sur notre système de santé. Et là, Jean-Pierre Maud Bréjon qui fait oui, alors on lui dit mais vous validez, vous pensez ça et tout. Elle dit non. Oh, c'est quand même pas les mots que j'utiliserais. C'est qu'ils sont toujours pris dans un espèce de schizophrénie totale. On sait pas où ils vont. On se demande pourquoi ils appartiennent à cette équipe-là. Si vraiment, vraiment les mots en plus qui sont utilisés. Quand j'ai entendu Prisca Thévenot ce matin, donc ancienne porte-parole du gouvernement qui maintenant est députée. Faire un panégyrique de la migration, etc., dans l'Assemblée nationale, en fustigeant l'extrême droite, alors qu'elle va précisément voter elle fait partie d'un socle commun avec des gens qui vont voter les propositions du Rassemblement national. Enfin, honnêtement, tout ça n'a aucun sens. Elle n'est pas au LR, Prisca Thévenot. Non, mais par contre, elle fait partie du socle commun. Oui, avec non, mais elle va pas. Non, mais elle va pas voter les propositions. Ah non, elle va pas les voter. Non, par contre, en janvier, on va voir qui tiendra bon quand ils vont faire une nouvelle loi immigration pour faire plaisir à Mme Le Pen. Ouais. C'est là qu'on verra où en est Mme Prisca Thévenot, quoi. Non, mais cette affaire a aussi révélé, ça révèle les ambiguïtés ou une autre nature du socle du Front National, ou Rassemblement National, pardon. Et puis alors ce truc-là, mais le socle commun, ça n'existe pas. Non. Ils sont pas définitivement. Ouais. Et par contre la gauche, écoute, elle est assez unie sur les histoires de financement et puis aussi sur les histoires régaliennes. Voilà. Bon, je dis pas que la gauche est toujours unie, mais là en l'occurrence, elle montre plutôt une image d'unité et de sérieux. Et elle montre qu'il y a des espaces de choix politiques. Il y a de la place pour faire de la politique et donc pour décider si c'est les 150 milliardaires qui vont contribuer ou s'il faut trouver ces 3 ou 4 milliards en faisant les poches des retraités ou en refaisant les fonctionnaires ou les chômeurs. Exactement. Parce qu'ils n'arrêtent pas, il y a, comment il s'appelle, Darmanin qui a dit qu'il fallait absolument de toute urgence mettre en œuvre la réforme de l'assurance chômage. La réforme de l'assurance chômage, voilà. Donc je pense qu'il y a ça clarifie quand même des choses qui jusqu'à présent n'avaient pas réussi à franchir le mur du son, du débat et de la crédibilité.
Alors, en parlant d'unité de la gauche, nous allons passer à notre deuxième sujet. Le camarade Fabien Roussel, qui n'en finit pas d'avoir des bonnes idées et qui, donc, c'est... et de jouer l'unité. Et de jouer l'unité. Donc, c'est le journal La Dépêche qui a publié cette information reprise par Libération et toute une foultitude de médias d'extrême droite que Fabien Roussel lançait la Fédération communiste de la chasse. D'accord, ok. Ah non, pardon, autant pour moi, la Fédération de la chasse communiste. Ce qui n'a absolument rien à voir. C'est vrai. Si. De la chasse communiste. J'adore, mais moi j'adore. Non, mais stop. Donc, je vais te laisser la parole pour commenter ce fait, cet événement de cette création. Toi, Catherine Tricot, communiste, devant l'Éternel. Voilà, absolument. Non, mais c'est la honte absolue, quoi. Alors, au mois d'octobre, il a envoyé une lettre aux policiers pour dire qu'il admirait leur travail et qu'il leur faisait confiance et qu'il les aimait. Bon, j'attends de voir qu'il fasse de même pour les infirmières, les instituteurs, les professeurs, les magistrats, etc. etc. Il y a quand même déjà un choix, une indication qui est quand même très problématique, d'autant que je ne crois pas qu'il aurait dit simple. Il n'a dit que ça. Il ne leur a pas dit il faudrait qu'on mène un débat sur la République, sur un certain nombre de problèmes qui se posent dans les pratiques policières, etc. C'est juste pour leur passer de la pommade et pour les assurer qu'il voudra qu'ils aient des moyens pour exercer leur métier. Vraiment, je n'ai pas de problème sur le fait qu'il faut que la police ait des moyens. Par contre, il n'y a pas que ça dont on peut discuter avec la police et il y a beaucoup d'autres choses dont on peut discuter avec les fonctionnaires et je trouve ça incroyable qu'ils prennent une initiative que pour parler aux policiers. Et puis ensuite, il prend cette initiative de créer la fédération de la chasse, je sais pas quoi, la chasse communiste. Mais, et puis troisièmement, cette semaine, il a claironné que s'il y avait une dissolution, il repartirait en campagne, mais qu'il le ferait sans le soutien de la France Insoumise, puisque s'il n'avait pas eu s'il n'était pas parti sous le chapeau NFP, donc avec la France Insoumise, il aurait été élu dans sa circonscription. Alors, ce que je ne sais pas, parce que je ne suis pas assez informée, je ne suis plus assez informée sur ce qui se passe à l'intérieur du PC, c'est jusqu'où ça va aller ce délire, quoi. Est-ce que tous les cadres du PC, alors il y a des gens qui manifestent leur opposition, on le sait, Elsa Faucillon est assez active sur le terrain, il y a des élus, des maires, etc., qui essayent de faire entendre une autre voix, mais dans l'appareil communiste, est-ce qu'ils se rendent compte du déshonneur, mais total, que cela représente, quoi. Franchement, c'est l'archuma, mais grave, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que l'idéal communiste soit représenté par quelqu'un qui défend la police. Moi, je me souviens que j'avais un papa qui ne voulait pas que j'aille à Paris en passant par le bois de Vincennes en vélo quand j'étais môme, parce qu'il me disait il y a des flics dans le bois de Vincennes. Ton papa était un coco. Mon papa était un communiste, enfin, est toujours un communiste. C'est-à-dire que vraiment, la grosse méfiance, c'était les flics, quoi. Plus encore que les gens mal intentionnés de base. C'est-à-dire qu'il y avait quand même l'idée que la police, elle est au service du maintien de l'ordre établi et de l'ordre des puissants. Ça quand même fait partie du socle communiste, quoi. C'est-à-dire d'accord, il faut une police. Il n'y a pas de société sans police, mais on ne peut pas se ranger de manière aussi univoque du côté de la police. Ça, c'est pas possible. Et la chasse, il y a une tradition chez les cocos d'être pour la chasse, parce que c'est des choses qui remontent à la Révolution française, en fait, des acquis de la Révolution française et qui ont toujours été défendus. Et puis, c'est une pratique populaire. Moi, j'ai rien contre la chasse. Mais c'est pareil, quoi. Où est-ce qu'il prend des initiatives ? Qu'est-ce qu'il met en avant ? Enfin, je veux dire, c'est quand même un symbole particulièrement, je veux dire, ça se discute, quoi. Tu n'es pas obligé de faire une campagne contre les chasseurs, mais de là à faire une fédération de la chasse communiste, non, mais ça va pas, quoi. Et moi, je me sens très, très
très offensé quoi, par l'idée qui est colportée par Fabien Roussel du communisme. Moi, je vais te dire, quand j'entends voilà, tout ce qui se passe autour de Fabien Roussel, très souvent, je vais voir, je me dis, non mais en fait, c'est pas possible, il peut pas y avoir que ça. Il m'a dit, c'est une fake news, quand il sort de la chasse, il m'a dit, ah mais non, mais c'est une fake news. On n'y croyait pas, quoi, tellement c'était délirant. Et après, j'ai tapé sur Google Actu et je ne suis tombé que sur Valeurs Actuelles, Sud Radio et le JDD, donc je me suis dit, bon, non, mais en fait, c'est faux. Et en fait, bon, La Dépêche et Libération l'ont repris. Et donc, en fait, moi, je me dis toujours... en fait, pourquoi pas? En fait, tu as eu raison de rappeler que la question de la police est une question dans notre République qui est importante. La question de la chasse, c'est une question aussi qui mérite qu'on s'apesantisse dessus, qu'on travaille, et dire police caca boudin et les chasseurs caca boudin, c'est vraiment pas suffisant et ce n'est pas possible. Donc, le seul problème, c'est toujours la manière en fait avec laquelle Fabien Roussel essaye ou s'imagine populaire, imagine que le parti communiste va devenir populaire. C'est toujours fait avec vraiment énormément de rudesse et de vulgarité et pas il y a pas de finesse, il y a plus trop de rapport effectivement avec le projet communiste. Enfin parfois on perd en fait le projet communiste. On se dit où est-ce qu'il est effectivement la lettre. Moi au policier je l'ai lu, je suis là genre ça aurait pu être signé par quelqu'un d'autre qu'un communiste. Hein. Je veux pas être méchant mais et donc voilà, tout ça, genre, mérite en fait effectivement que à l'intérieur du Parti communiste, on se pose la question, on dit bon, ok, il y a ce que dit Fabien Roussel, mais maintenant on va essayer de reproposer un projet dans lequel, qui peut être d'ailleurs différent de ce que proposent les autres forces de gauche. Ça, je comprends tout à fait pourquoi Fabien Roussel, il dit non, ce que racontent les insoumis et les écologistes, et les socialistes aussi, c'est pas le projet communiste. Donc nous, il faut qu'on cultive une différence, etc. Ça, il n'y a aucun problème. Et le problème, c'est qu'il choisit toujours genre, les pires sujets et les pires manières de traiter ces sujets. Ouais, moi je crois qu'il choisit pas. Il choisit, c'est en conscience. C'est pas par hasard qu'il tombe sur ces sujets. Ah oui, non, je sais bien. Il pense que c'est comme ça qu'il va pouvoir parler à un peuple qui est un peu perdu pour la gauche et qui va retrouver les fâchés pas fachos. Oui, mais en fait, tu peux pas. Non, mais c'est ça tu peux pas. Genre, la gauche dit violence policière, moi je vais soutenir la police. La gauche, elle adore Édouard Louis, moi je vais soutenir Patrick Sébastien. La gauche, elle aime la nature, moi je vais soutenir les chasseurs. Il peut pas faire ça à chaque fois. Un jour, il va finir par soutenir Total, tu vois, en disant bah oui, Total, c'est des travailleurs du pétrole. Enfin, c'est vraiment super. Bah non, enfin, il peut pas prendre à chaque fois le contre-pied sous le contexte que la gauche dit blanc, lui il va dire noir. Enfin. C'est la logique de la différenciation. Ouais. C'est une logique de la différenciation et une analyse du problème que l'on a avec le peuple, que le Parti communiste, la gauche en général et le Parti communiste en particulier, a avec le peuple. Et ils pensent qu'il faut faire du gros rouge qui tâche et que c'est ça qui va renouer les relations avec le monde populaire et le monde du travail qu'il a perdu. Voilà. C'est totalement consternant. Je pense qu'il est en train de faire sombrer l'image. Enfin, je sais pas il n'est pas le seul. Hein. Enfin, je veux dire, le Parti communiste, c'est pas que lui. Non, c'est qui d'autre? Il y a d'autres gens au Parti communiste. Il y a les communistes déjà. Enfin, je veux dire, et ça fait du monde. Ouais, oui, non, mais j'entends bien. Mais je veux dire, tu as les pratiques des élus. Je suis d'accord. Il y a des maires. Non, mais je suis d'accord. Il y a des députés. Enfin, l'expression publique. Yann Brossa, il fait pas ça. Il s'en sort beaucoup. Enfin, à mes yeux, c'est plus correct la manière qu'il a de. D'ailleurs, je trouve qu'il s'est un peu affranchi de son poste de porte-parole. Je trouve qu'il est plus à l'aise quand il s'exprime. Mais je veux dire, enfin, franchement, la parole officielle du Parti communiste, elle est portée par Fabien Roussel qui certainement se ravit de sa cote de popularité, mais à mon avis, qui ne dit absolument rien, ni du projet, ni des perspectives politiques pour le Parti communiste. Dernier sujet qu'on voulait aborder, Jean-Luc Mélenchon. Alors, Catherine Tricot, vous avez regardé
La conférence qu'a donnée Jean-Luc Mélenchon ce week-end à l'Institut La Boétie. C'était l'Institut La Boétie. semaine dernière. La semaine dernière, ouais. À l'Institut La Boétie. Jeudi soir dernier. Alors, l'Institut de la Boétie faisait une soirée qu'ils appellent les conversations, ou tout ça, un truc comme ça, les conversations de l'Institut de la Boétie autour du livre de Vincent Tibéry. Vous savez, le livre dont on a beaucoup parlé cet automne, qui pose que c'est pas la société française qui a glissé à droite, mais le champ politique. Donc il y avait une discussion autour de ce livre avec deux sociologues discutants, lui. Donc les deux sociologues ont eu un quart d'heure pour dire ce qu'ils pensaient du livre, apporter des compléments, des objections. Vincent Tibéry a eu 30 minutes pour répondre. Et puis après, il y a eu 1 heure de Jean-Luc Mélenchon. Ça m'a fait marrer parce que je me suis dit, à propos de conversation, c'est une drôle de manière de penser la conversation. Bon, mais une fois qu'on a passé cet aspect qui n'est pas complètement secondaire aussi, parce que c'était un discours de 50 minutes que j'ai écouté une première fois quand ça a eu lieu, puis que j'ai réécouté pour le débrief là, parce que j'ai vu que j'ai entendu que c'était à la fois un peu foutraque comme intervention, ça partait des fois un peu dans tous les sens, mais qu'en fait il posait les bases de ce que va être sa candidature et la stratégie de la France Insoumise. Donc ça c'est la première chose, c'est qu'à l'évidence, il y aura une candidature de la France Insoumise et probablement de Jean-Luc Mélenchon, alors en 2027, et plutôt si c'est possible, et ils feront tout pour que ce soit plus tôt. Parce que, là, je vous cite, vous pouvez le regarder, c'est sur YouTube, vous regardez l'Institut de la Boétie. Je mettrai en lien sous la voilà, vidéo. Donc c'est droite d'en haut et gauche d'en bas, ou un truc comme ça, le titre de cette soirée. Donc ça, c'est la première chose qui me semble, alors là, maintenant, tout à fait claire. Et il a particulièrement bien, je dirais, ancré. D'abord, il a eu des mots très très durs à l'égard de ses partenaires pour leur médiocrité. Bon, en gros, par exemple, en disant quand il y a un programme, quand on discute sur le programme, il n'y a que notre programme qu'on discute parce qu'ils n'en ont pas. Donc ils sont tous à essayer de ratiboiser ce qu'on propose, mais ils n'ont aucun point de vue et aucun programme, ils ne travaillent pas, alors que nous on travaille. Donc il a dit des choses assez peu aimables sur leurs partenaires, notamment sur leur manque de loyauté, faisant référence à la période de l'union de la gauche du programme commun, en disant on ne passait pas notre temps à être déblatérés les uns sur les autres, les socialistes sur les communistes et les communistes sur les socialistes. Bon, je pense qu'il réécrit un tout petit peu l'histoire, parce que c'était pas tendre. D'abord, lui, il se met dedans ou pas Oui, il était socialiste. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, il passe aussi son temps à déblatérer sur les autres. Oui, d'accord. Non, là, c'était pas comme ça, là, c'était... c'est que les autres qui sont méchants, lui, il est gentil. Voilà. C'était sur le fait que, bon, évidemment, ce dont il a beaucoup parlé, c'est que depuis 1 an, il est taxé d'antisémitisme et ou de frôler avec l'antisémitisme. Il ne dit pas antisémitisme, il dit de frôler avec l'antisémitisme, et que ça lui paraît totalement ignominieux. Et donc, voilà. En gros, il a cranté le désaccord avec les socialistes. Mais je veux dire après pourquoi il l'a cranté plus profondément que ça. Il a aussi très clairement réexprimé son désaccord avec les syndicats, en les prenant pour des pignoufs. Il revient sur la période de la réforme des retraites, où il dit, voilà, on a été harcelés par les syndicats pour aller au vote, et alors qu'eux, ils étaient infoutus d'organiser un mouvement social qui tienne la route. Ils nous faisaient des manifestations tous les 15 jours, ils étaient incapables de mener la lutte des classes comme nous, on a su le faire à Marseille. Donc il n'était pas sur un mode rassemblement, quoi. C'était pas tout à fait ça le ton. Deuxièmement, c'était, vous nous dites que on devrait dire la même chose, mais on devrait le dire plus doucement, plus calmement. Non, il n'en est pas question. On ne changera pas de ton, on ne baissera pas la voix. C'est-à-dire que ce que Jean-Luc Mélenchon avait recommandé au mois d'août aux universités d'été de la France Insoumise, il a réuni les députés de la France Insoumise et il leur a dit on n'a pas besoin de brailler pour être radical.
Donc ça reste vrai. D'ailleurs, on le voit, on voit que il joue quand même à la fois Aurélie Trouvé, Coquerel, Clémence Guettet jouent le cadre de la respectabilité, etc. En dehors de Sophia Chikirou qui a harcelé Barnier pendant tout le discours de politique générale, tout le monde a été plutôt calme, et tout le monde le dit que dans l'Assemblée c'est plutôt calme par rapport à 2022, oui, on n'est pas du tout dans la bordélisation qui était la stratégie d'alors. Mais il ne faut pas croire que ça veut dire que sous les aspects policés, respectueux, etc., il y aura un cran en moins dans la virulence du propos. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est qu'on ne crie pas, on met pas un ballon avec la tête d'un ministre sous son pied, ça on fait pas ça, mais par contre il était très clair dans le discours de Mélenchon que on va pas baisser d'un ton. Et c'était assez argumenté, puisqu'en fait c'était un peu la discussion avec Tiberi et puis aussi avec Palombarini, c'est-à-dire en fait la discussion sur quelles sont les marges de progression de la gauche. Et lui, il dit, les marges de progression de la gauche, c'est les abstentionnistes. C'est-à-dire qu'il installe l'idée que c'est du côté des abstentionnistes qu'on peut faire le pas supplémentaire. D'ailleurs, à un moment donné, il dit notre objectif n'est pas de résister, n'est pas de se maintenir, mais notre objectif, c'est de gagner. Donc, il leur redonne bien ça comme cadre. Et il dit c'est du côté des abstentionnistes. Et il le développe de façon, à mes yeux, assez intéressante, parce qu'il dit évidemment c'est pas les abstentionnistes, mais dans les abstentionnistes, il y a des catégories sociales qui sont différentes, et il y a des histoires politiques qui sont différentes. En fonction de là où vous êtes, votre manière de penser le monde, elle est marquée par l'histoire de votre territoire. Il prend l'exemple des Cévennes qui sont de tradition protestante, qui vont être à gauche, quand le reste du département de la Lozère, lui, va être plutôt de droite. Donc, des choses que les politologues savent bien, que voilà, il y a une continuité historique dans les territoires qui se transmet. Et donc il dit c'est ça qu'il faut qu'on fasse, d'où la stratégie d'aller dans les quartiers populaires, parce que c'est dans les quartiers populaires qu'on va trouver ce croisement du social et de l'histoire. L'histoire, notamment l'histoire communiste, aussi socialiste, mais en tout cas l'histoire de gauche, et le social, puisque c'est les gens qui sont les moins fortunés qui habitent le logement social. Donc c'est là qu'on a nos réserves pour gagner la prochaine fois. Et que dans ce monde-là, pour gagner leur attention, il faut parler cru et dru. Donc on est revenu sur la stratégie du cru et du dru, c'est-à-dire qu'on ne va pas baisser d'un ton, et c'est bien parce qu'on va maintenir ce niveau de radicalité formellement exprimé, c'est-à-dire que ça doit se voir, ça doit s'entendre, ça doit être perçu par les interlocuteurs que l'on va voir. C'est ça qui peut ramener à la politique et au vote à gauche. Il dit, on est dans une période, lui il reprend l'idée du dégagisme, il dit on est dans une période de dégagisme absolu, c'est-à-dire que là, il y a un discrédit total des élites et je crois que là, il n'a pas tort sur le fait qu'il y a une grosse question maintenant qui s'est emparée de la France, mais alors le Mozart de la finance, il nous met dans le ravin, quoi. il dit ça à un moment donné, Mélenchon, il est assez drôle dans cette conférence, il dit on me reproche les 100 milliards que je n'ai pas pu faire de dépenses puisque j'ai jamais été au pouvoir, mais l'autre il nous en a mis 1000, quoi. Et c'est assez frappant comme exemple. Donc voilà, il dit notre stratégie c'est le monde, c'est d'aller reconquérir les abstentionnistes. Ce n'est pas avec le reste de la gauche qui sont des tout mous et des sans intérêt et des gens qui ne travaillent pas et qui n'ont pas de crédit. Et le dernier élément, il dit on a le meilleur programme qui soit possible
parce que c'est le programme des associations et des syndicats qu'on a reçus et on a repris leurs revendications. Mais ça ne fait pas le compte. Il faut qu'on soit capable de faire une proposition de perspective. Il dit quand j'étais jeune, c'était le socialisme. Après, j'ai proposé l'harmonie de l'homme et de la nature. Et il dit c'est quand même un peu un condensé, un peu abscon. Et il dit c'est pour ça que je propose et que je teste l'idée de Nouvelle-France. Voilà. Donc, et alors ensuite sur l'histoire de, on va parler cru et dru. Il fait un mea culpa en disant il n'y a pas de fâché, pas facho. Idée que nous, on a souvent développée ici en disant que les gens ne votent pas Front National à l'insu de leur plein gré. Ils ne se trompent pas en votant. Ils n'ont pas hésité entre le NFP et le Front National. Il n'y a pas de... C'est pas dans la confusion des esprits. Donc, il dit, bon, je me suis trompé sur ce point. Il n'y a pas de fâché, pas facho. Mais la suite, c'est... donc, il faut mettre en débat ce qui est au milieu de la pièce. Donc, la police tue, le racisme systémique, le machisme culturel, le patriarcat. Voilà. Ce sont ces débats-là qu'il faut mettre sur la table parce que c'est à partir de là qu'il y a l'affrontement politique. Ce qui est une légère contradiction avec d'autres éléments de son discours où il dit il y aura une révolution. Enfin, lui, il pense qu'on va vers des moments révolutionnaires. Et que ça se fera autour des questions matérielles très concrètes. Donc ça sera autour du salaire, autour de l'eau, autour de sujets concrets. Donc il y a un peu un espèce de truc parce que à la fois il dit toutes les révolutions se font sur du concret et en même temps je vais rien lâcher sur la police tue, le racisme systémique et le patriarcat. Voilà. Et puis dernier tout petit point. Il aborde aussi la question de l'outil politique. Alors là, il justifie totalement la France insoumise comme ce mouvement gazeux, mais je pense qu'il le fait complètement en creux et c'est vraiment un moment très, à mon avis, très médiocre de son intervention, parce qu'en fait, il ne définit pas en positif, il dit juste nous, on ne veut pas du bordel du Parti socialiste, on ne veut pas un parti avec des courants et des tendances. Donc, on a fait la France insoumise. Le flou lui va bien. Ouais, c'est ça. Voilà, ça, le flou lui va bien. Et puis bon, on a appris encore cette semaine que ça continue d'exclure à tire-larigot à l'intérieur de la France insoumise. Hein. Si vous êtes soupçonné d'être membre de la France insoumise et d'adhérer ou de rejoindre, je ne sais pas comment ça marche, à l'après, ben vous recevez une lettre. C'est toujours le truc qui nous amuse, c'est la France insoumise, c'est le mouvement où vous ne pouvez pas adhérer, mais dont vous pouvez être exclu. Donc là, on vous déconnecte de votre compte, vous n'avez plus de contact avec les autres, on débranche des groupes d'action. Enfin, vous êtes expulsé des groupes WhatsApp, etc. Voilà. Donc c'est quand même pas, ça fait pas vraiment rêver ce mode de fonctionnement et c'est quand même une légère contradiction avec ce qu'il énonce par ailleurs, parce qu'il dit le problème c'est quand même bien pour faire tout ça, on va pas pouvoir le faire par la violence et que donc il faut convaincre, il faut bien qu'on ait les outils. On peut pas dire que la réflexion sur l'outil politique soit très aboutie et en tout cas pas mis en œuvre. Moi j'aimerais dire une chose sur la question de la révolution et du... J'espère avoir à peu près raconté, résumé ce qu'était le projet, le sens, mais en tout cas ce qui était très clair, c'était le caractère totalement déterminé sur la suite de l'histoire. Moi j'ai une réflexion à proposer sur la question de la révolution, parce que je vois en fait ce que veut faire quand tu dis il faut parler cru et dru. Il utilise le concept de révolution. On se souvient même un temps à la France insoumise, ils utilisaient le mot d'insurrection avant la mobilisation sur la réforme des retraites et au début de la mobilisation sur la réforme des retraites. Donc il y a cette volonté-là, il y a cette volonté, comme tu dis, de dire bon voilà, on va parler du racisme systémique, la police tue, etc. et le théopatriarcat. Le seul problème, c'est que moi la question que je me pose, c'est est-ce que une personnalité, en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon, ou un parti, en l'occurrence la France insoumise, qui veut prendre le pouvoir, est-ce que c'est son rôle
d'imaginer en fait que ça va pouvoir être le centre en fait de la politique et de la société. Je dis ça parce que moi ça m'intéresse lorsque les marges en fait poussent et genre de façon ultra radicale, révolutionnaire, etc. en disant non, il faut tenir, il faut dénoncer l'hétéropatriarcat à toutes les secondes, il faut dénoncer le racisme systémique à toutes les secondes, il faut dénoncer voilà, les violences policières à toutes les secondes, etc. Le seul problème, c'est, aujourd'hui, je ne pense pas que la gauche ait la puissance, la dynamique, soit assise sur la dynamique nécessaire pour décider ce qu'est le centre de la politique. C'est-à-dire décréter en fait que la police tue l'hétéropatriarcat, la lutte contre l'hétéropatriarcat et le racisme systémique, c'est le centre. Je crois pas qu'elles sont en capacité de le faire. Ça, c'est la première chose. Et c'est dommage, mais voilà, c'est un fait, tu vois. Et la deuxième chose, c'est est-ce que en disant ça, il arrive à devenir congruent, en fait, avec les résonances, les dynamiques qui sont à l'œuvre dans la société. Et je pense pas non plus. Et encore une fois, c'est dommage, et je comprends en fait qu'il mène ses combats. Mais ce que je comprends pas, c'est comment est-ce que dans sa tête, il entend mener ses combats et prendre le pouvoir. Et pour moi, c'est deux choses qui sont un peu différentes. Et alors peut-être que c'est complètement idiot. Moi, je me mettrais plutôt du côté de ceux qui disent qui veulent lutter contre le racisme systémique et l'hétéropatriarcat. Mais je sais très bien que disant cela, je m'écarte du pouvoir. Lui, il veut lier les deux. On dirait qu'il j'avoue que je sais pas trop si ça marche en fait. Et je dis pas qu'il faut être de droite ou plus à droite pour prendre le pouvoir, mais la question que je me pose, c'est est-ce que notre société aujourd'hui est de nature révolutionnaire? Et je suis pas certain hélas qu'elle le soit, et je suis pas certain que la gauche ait les capacités de construire aujourd'hui une révolution populaire. Oui, alors, bon, moi je pense que tu as raison de faire une distinction entre les mouvements activistes et puis les partis politiques et les partis politiques et l'exercice de l'État, c'est encore une autre différence. Hein. Quand on exerce le pouvoir d'État, on le fait avec des convictions, mais on le fait au nom d'autres principes et de modes d'action que quand on est dans un parti politique. Donc, je pense qu'il y a des distinctions à faire. On ne peut pas dire que Mélenchon... Enfin, c'est assez étrange parce que Mélenchon il casse la gueule absolument à tout le monde et il se présente comme la réponse globale, en fait. Hein. Il est lui-même le mouvement social, le parti politique et la solution pour l'exercice du pouvoir d'État. Donc, il fait un peu cette synthèse-là, c'est probablement une faiblesse de son discours. Ce qui est marrant, c'est qu'à un moment donné, il parle de ses relations avec les intellectuels et il évoque une discussion qu'il a eue avec Bernard Friot, l'économiste communiste qui propose une généralisation du salariat, c'est-à-dire en fait des protections du salariat étendues à tous et qui revient tout le temps. Voilà, et tout au long de la vie. Et Mélenchon, il dit je me suis fait engueuler par Friot, et ce que raconte Friot, je vois pas comment ça, en gros, ça peut se faire, mais c'est intéressant, ça me fait réfléchir. Et moi, j'ai trouvé que ce moment, il y a une espèce de moment de sincérité, parce qu'en fait, d'une certaine manière, Friot, il est un peu un activiste. Ouais, il a une fonction d'activiste de la pensée, de la reformulation de la question sociale en tant qu'intellectuel, mais comme d'autres mouvements peuvent être des acteurs sur d'autres terrains. Et Mélenchon voit le problème et il dit mais maintenant comment je fais, comment ça passe à la politique et comment ça rassemble et comment je réunis autour de ça. C'est-à-dire qu'en fait il y a une fonction de la politique qui est quand même celle de convaincre et de réunir et de partager, et qui est très absente de son discours, ou plus exactement, ce qu'il pense, c'est qu'il a fait la preuve, la France insoumise, et de son propos, de son point de vue,
le seul mouvement de gauche qui ait survécu au tsunami. Macroniste. Non. Il parle, non, mondial. Mondial. Oui, oui. Okay. C'est dans le monde entier. Il dit la seule et le seul qui a un tout petit mot gentil, c'est Podemos. Il dit la question, c'est pas comment ça se fait que. Enfin, la question qu'on peut se poser sur Podemos, c'est comment c'est qu'ils sont passés de 14 à 3 et nous, comment ça se fait qu'on passe de 3 à 22. Alors, il n'a jamais fait 3, Mélenchon, parce qu'au début, c'était quand même en alliance avec le PC dans le front de gauche, donc ils n'étaient pas à 3. Mais en gros, lui, il dit on est le seul mouvement qui a réussi à maintenir une idée de gauche dans un effondrement généralisé de la gauche. J'ai fait un papier dans la newsletter de cette semaine. Enfin, je veux dire, les questions que se pose Mélenchon, elles nous parcourent tous. Là, il y a ce qui se passe aux États-Unis. On voit que Kamala Harris est en train de mobiliser autour de l'anti-Trump, Trump désigné comme fasciste. Et donc en fait, elle dit assez peu de choses, elle dit même quasiment rien en dehors du fait qu'elle va défendre le droit à l'avortement pour les femmes. Je vous recommande éventuellement, ceux qui ont le courage, de lire le texte d'intervention de Michelle Obama à ce sujet que j'ai trouvé absolument remarquable. Son adresse aux hommes pour dire « vous devez considérer notre vie de femme ». Vous devez nous considérer. Ce dont nous avons besoin compte. Mais bon, je termine sur ça. Mais ce qu'elle dit, ce que je dis dans cette newsletter, c'est qu'il y a une question de la gauche aujourd'hui est acculée à l'antifascisme, mais elle n'arrive plus à passer dans un projet positif qui donne envie, et que alors il y a le côté quand le fascisme est très puissant, on est en devoir de se réunir face à lui, mais on sait bien que la solution c'est de proposer le pain et les roses, c'est pas simplement de dire le fascisme ne passera pas. C'est-à-dire, il faut proposer quelque chose de propulsif et qui va en avant, et donc voilà, Mélenchon dit nous sommes les seuls à avoir tenu le coup dans toute l'Europe. Alors, évidemment, toute l'Europe du Nord, des canillés, la Grèce, l'Italie, Podemos, enfin, tout le monde en prend pour son grade dans son truc. Donc, et on ne peut pas dire qu'il n'ait pas des arguments en sa faveur. Néanmoins, on peut aussi dire que le souhait, l'attention à consolider les socles et les élargir, on ne peut pas vraiment dire qu'il soit apparu comme faisant... Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé d'avoir tenu les propos, enfin le caractère complètement zinzin de ce qu'ils ont sorti le 7 octobre l'année dernière. Je veux dire, ce n'était sur lequel ils sont revenus. Oui, ils sont revenus après, mais 2 mois après, parce que je veux dire, ils ont réussi à se mettre... un nombre de gens contre eux inimaginable, et d'ailleurs on continue de leur faire le reproche de leur position le 7 octobre. Et je veux dire, ils n'ont jamais le souci de se faire comprendre, de rassembler et d'élargir, c'est pas leur souci, parce qu'ils pensent que c'est en parlant cru et dru oui, en fait, qui vont parler cru et dru. Qui vont parler à tous ceux qui en ont ras-le-bol de la politique. En fait, parler cru et dru, c'est aussi, moi, quand j'écoute Jean-Luc Mélenchon ou les gens de la France Insoumise, c'est aussi parler pur. C'est-à-dire qu'ils ont une recherche de la pureté dans les concepts qu'ils utilisent, dans les phrases et les pics et les propositions qu'ils font. Nous, on met jamais d'eau dans notre vin. Nous, oui. on dit les choses telles qu'elles sont et brutalement parce que le monde est brutal. Cette façon de faire de la politique, encore une fois, moi j'imaginais que c'était plutôt la façon de faire de la politique aux marges. Et pas au centre. Voilà, je sais pas comment on se débrouille avec ce type de pensée que tu décris très bien si on veut prendre le pouvoir. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon, certes, il a fait un excellent score aux 2 dernières élections présidentielles, mais c'était toujours en dessous de 22%. Donc, en dessous de 23%. Donc, ça fait que 23% des inscrits sur les listes électorales. Oui, non, mais sa stratégie, je te dis très clairement, c'est ce qu'il a expliqué, c'est
les abstentionnistes, c'est pas les abstentionnistes. Non, mais ça, oui, mais alors moi, les abstentionnistes, enfin ça c'est Roger Martelly n'est pas là pour nous dire. Oui, non, mais les abstentionnistes, ça fait 50 ans en fait que la gauche dit oui, les abstentionnistes. Non, mais d'accord, les abstentionnistes, bah ils s'abstiennent en fait. Alors genre, on est désolé pour Jean-Luc Mélenchon, on est désolé pour Lionel Jospin, on est même désolé pour François Mitterrand qui voulait aller chercher. Ils votent pas. Donc genre, et quand ils votent, d'ailleurs, ils votent pas forcément beaucoup plus à gauche que les autres. Alors ils vont me dire ah mais oui, mais maintenant il y a tous ceux qui ont abandonné les élections depuis le socialisme version François Hollande. C'est vrai, mais alors imaginez que c'est Jean-Luc Mélenchon qui va les ramener à la réalité de la politique et qui vont finalement rentrer au bercail socialiste en allant voter Jean-Luc Mélenchon. Je trouve que c'est un peu un vœu pieux, hein, parce que pour l'instant personne n'a réussi nulle part à mobiliser les abstentionnistes. Alors ils vont me dire ah mais si, parce que là ils ont réussi, là ils ont fait soi-disant vachement des scores incroyables, ils ont mobilisé des gens qui ne s'étaient jamais mobilisés en juillet 2024. Bon, d'accord, jusqu'à preuve du contraire, ils sont même pas le premier groupe à l'Assemblée nationale, donc genre, ils n'ont pas mobilisé tant que ça. Donc il y a un problème, tu vois, au bout d'un moment, il faut aussi dealer avec le réel, et pas juste imaginer que, genre dire, on va lutter contre l'hétéropatriarcat, et je lutte personnellement contre l'hétéropatriarcat, ça suffit, en fait, à faire que tout le monde va voter pour nous. Enfin, je veux dire, il y a un problème dans la conception, et là, on revient à la question de l'outil, dans la conception de ce que c'est que faire de la politique. Faire de la politique, c'est pas avoir la bonne idée, dire la vérité parce que il en a discuté avec Bernard Friot ou il l'a lu dans un bouquin de sociaux. Non, en fait, désolé, faire de la politique, c'est réussir à transformer ça en matière politique, parce qu'on convainc, parce qu'il y a des pratiques politiques aussi qui sont mises en œuvre, et des pratiques politiques, c'est pas que des élus, hein, enfin, c'est à d'autres endroits de la société, dans les entreprises, sur le terrain, là où, désolé, mais la France Insoumise est relativement absente, et il a bien besoin de la CGT et de Sud pour être présent dans les... Si la gauche elle est présente dans les entreprises, c'est grâce à Sud et à la CGT, hein, c'est pas grâce à la France Insoumise. Donc, au bout d'un moment, il va falloir faire avec tout ça, et si on a des gens comme Jean-Luc Mélenchon qui veulent pas, en fait, qui rejettent en fait tout le reste et qui pensent être un tout, on va pas s'en sortir. Ouais, pourtant, je suis pas toujours tendre avec Mélenchon, mais en l'occurrence, d'abord dans sa conférence dont il parle, c'est d'aller scoltiner les gens. Enfin, physiquement, c'est d'aller les voir, d'aller au porte-à-porte. Ah, mais le porte-à-porte, il me saoule avec leur porte-à-porte. Enfin, ça, c'est la solution du politique. Le syndicaliste, il est dans l'entreprise. Il fait pas du porte-à-porte. Moi, je suis désolé, pardon, c'est sorti un peu fort. Mais genre, c'est pas du tout contre toi, mais vraiment, cette histoire du porte-à-porte, aller écouter les gens, c'est une chose. Faire de la politique avec eux, dans un syndicat, dans une entreprise, sur le poste de travail, c'en est une autre. Je suis désolé. Non, mais tu as raison, sauf que le monde du travail, c'est quand même légèrement... atomisé, voilà, et que donc beaucoup des gens qui sont dans les quartiers, dans les villes, ne sont pas dans les entreprises ou dans des très petites entreprises. Donc, je veux dire, la façon de parler, et là où tu peux identifier que tu vas pouvoir leur parler, c'est pas absurde de se dire que dans les quartiers, au porte-à-porte, dans une cité HLM, tu vas trouver des gens qui sont de milieux sociaux plutôt populaires. Et oui, non mais ce que je veux dire, c'est que... Mais plutôt que le député, dans ces cas-là, il aille faire du porte-à-porte, mais qu'il ne se contente pas de faire du porte-à-porte et de prendre des notes, quand il prend des notes, mais qu'il aide par exemple à réparer l'ascenseur, à remettre une ligne de bus qui a été enlevée, ou je ne sais quel service public qui a disparu du quartier. Voilà. Et s'il se bat pour ça, ok, d'accord. Et s'il construit une mobilisation sur ce sujet, d'accord. Si c'est juste pour dire votez pour moi à la prochaine élection... Genre, merci, quoi. Genre, ouais, enfin bon, moi, je sais pas d'où vient ta colère, mais... Non, mais ce que je veux dire... Non, parce que le porte-à-porte comme solution, moi, j'ai rencontré Thierry Mandon lorsqu'il était ministre, je sais plus quoi, sous François Hollande, et il disait à des petits jeunes dont je faisais partie, l'avenir de la politique, c'est le porte-à-porte. Voilà, Thierry Mandon, ministre socialiste de la réforme de l'action modernisation de l'État, ou je sais pas quoi. Non, mais... Et voilà, donc d'accord, d'accord, mais tu vas pas me raconter qu'on va dans les entreprises, Pablo. Enfin, écoute, je veux dire. Et la CGT, oui. Mais enfin, écoute, en région parisienne, ouais. Enfin, je veux dire, où est-ce qu'on va dans les entreprises? Ah non, mais ça, moi, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord, mais c'est ça qu'il faut réinvestir.
C'est ça qu'il faut reconstruire, c'est ça qu'il faut repenser avec la CGT, tu vois. Mais genre, aller devant le politique qui va sur un piquet de grève, tu vois, faire griller un chamallow et genre dire oui, je suis avec eux. Non, moi, ça m'énerve, tu vois. Oui, aller se faire un selfie sur un piquet de grève, c'est pas très intéressant. Le porte-à-porte, c'est pas tout à fait ça. Je regrette quand... Je sais pas si on a fait des porte-à-porte. Mais j'en ai fait avec les cocos, j'en ai fait avec Raquel Garrido en 2015, et genre merci, toc toc toc, oui bonjour, voilà, on a ça dans notre programme. Vous savez qu'il y a des élections à la fin de l'année? Non mais enfin, en fait ça me laissait de marbre, tu vois. Alors parfois ils sont sympas, et Raquel c'est plutôt une meuf sympa, donc genre ça se passait plutôt bien, tu vois, genre il y avait un truc qui se passait, mais enfin, au mieux, elle discutait de comment vont vos enfants, au pire, elle se prenait une baffe, voilà. Donc je vois pas trop, tu vois. D'accord. Bon, alors... mais bon, après... Je confesse que ça fait longtemps que je n'ai pas fait un porte-à-porte. Mais ceci étant, ce que je pense, c'est qu'il faut trouver les voies et moyens, comme tu dis, d'avoir des discussions politiques avec les gens. Et que les discussions politiques avec les gens, elles ne se mènent pas simplement sur le lieu de travail, elles se mènent là où on peut les rencontrer, donc au supermarché, sur le marché ou au porte-à-porte. Mais en tout cas, ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans les genres de contradictions. C'était intéressant cette conférence de Mélenchon parce que c'était un peu work in progress. Donc il y avait des tas de choses qui étaient un peu contradictoires. Hein. J'ai pointé sur l'outil politique, je l'ai pointé sur comment on rassemble et comment on prend des idées radicales et puis qu'en même temps il faut arriver à les faire passer à la politique. Et un autre truc qu'il dit, c'est nos propositions, c'est moins radical que le programme commun. Et en même temps, nous, on va avoir une attitude radicale. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'écart un peu conscient, quand il l'exprime, comme on va avoir une attitude radicale, bien que nos propositions ne soient pas si radicales. Et en même temps, il a le sentiment que c'est, en fait, par le style, ce style un peu viril, quoi, comme ça, là, qu'il va réussir à convaincre. Il devrait s'interroger d'ailleurs sur la question de la violence et du virilisme. Je pense que c'est quand même une question pour la France insoumise. Je pense que c'est une grosse question, en fait. De penser que c'est le cru et dru, que c'est pas un référent politique qui s'ancre dans une histoire, bien qu'il s'en défende, mais qui est celle de finalement de la pensée révolutionnaire. Il fait plusieurs fois référence à ça. Hein. Mélenchon, il parle des soviets, etc. C'est-à-dire qu'il fait plusieurs fois référence à cette culture politique qui est issue du XXe siècle. Il dit bon, tout ça c'est mort, c'est fini, il faut faire autre chose. Mais en même temps, il en est pétri. Et je pense, moi, que il a une conception de la politique et de son expression qui est violente et qui est problématique de ce fait. Par ce fait-là, et qui pose problème, qui est excluante aussi. Enfin, je veux dire que, en tout cas, la question de rassembler, et c'était sur le dernier point que je voulais dire, c'est que quand même, il se met dans une situation, il a réussi à se mettre dans une situation d'être le diable de la République. C'est quand même problématique, ça. Que la France insoumise était le premier groupe d'opposition et qu'il se soit fait ravir cette position par le RN. Je pense qu'ils en ont tiré la conclusion qu'il fallait qu'ils arrêtent leur stratégie de bordélisation. C'est pour ça qu'ils ont arrêté avec ça. Mais que en même temps, ils continuent de justifier aussi ce caractère assez frontal. Moi, je pense qu'on peut parler de façon très très forte, sans engueuler tout le monde, sans choquer tout le monde, et où il a raison sur un point. Il dit, par exemple, dans les quartiers, on nous a été très reconnaissant de du fait qu'on se soit tenu du côté des Palestiniens sans qu'on discontinue pendant 1 an, et que donc, malgré les invectives et les insultes les tombereaux d'insultes qu'on a pris pendant 1 an, on est resté solide sur notre soutien aux Palestiniens. Et je pense qu'il a raison sur le fait que la constance dans l'engagement, la constance des positions, des luttes, etc., c'est le socle de la confiance. Mais le socle de la confiance, c'est pas forcément d'être seul contre tous. Voilà. La constance ne veut pas dire la solitude. Et
Voilà. En tout cas, moi, et puis dernier petit problème que je lui enverrai, c'est que là, il annonce, il raconte la stratégie pour l'élection présidentielle. C'est quand même un gros problème. Hein. C'est que là, on est quand même devant une question qui est, si on acte qu'il y a plusieurs candidatures à gauche, on est mal barré. Alors lui, il pense qu'il va refaire le coup de la dernière fois et que la Macronie étant morte, il sera, ce qu'il a raconté dans son interview à un journal italien cet été, hein, qu'en 2027 ou plus tôt, il sera face à Le Pen. Donc il croit à ça. Pour l'instant, moi je pense que ça, pour que ça advienne, même de son point de vue, pour que ça advienne, il faut quand même qu'il arrête de heurter et de choquer au point où il l'a fait sur des sujets qui sont aussi sensibles et existentiels. Sinon, Olivier Faure va créer la Fédération de la chasse socialiste. Après, la fédération de la chasse écologiste, chacun va créer sa fédération de la chasse et à la fin, c'est ça. Il y a un petit problème, quoi. Ouais. Bon, allez, ciao. Ciao, ciao.